Je vous présente mon petit chéri, Zaza. Salut, mon belle Zaza. Ça va bien? Oui, couche-toi. Ma jeunesse s'est passée dans la ouate. Pas matérielle, mais dans une belle ouate affective. J'avais des parents très généreux, très amoureux, très proches de nous. Ma mère était femme à la maison, donc elle s'occupait de la petite famille. Mon père est arrivé sur le marché du travail, excusez, comme commis dans une épicerie, mais il s'est vite tanné de cela, puis il a été chercher un cours en agronomie. Il est devenu agronome, mais tout de suite après, il est parti pour la guerre et il a mis fin un peu, il a mis sa carrière d'agronome en parenthèse, et au retour de la guerre, heureusement, il n'a pas été au front. Il ne s'est pas battu là, pour y laisser sa peau. Il y a eu un prêt pour acheter une maison. Et on s'est retrouvé en campagne à Saint-Bruno de Montarville. À l'époque, c'était des fermes. Aujourd'hui, c'est une banlieue de Montréal. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de fermiers. Et j'ai passé ma jeunesse comme aide cultivateur. Traire des vaches, élever des poules, faire des foins l'été. Donc, c'était très doux, la petite école Durand, en plus, jusqu'à 6. Pour le primaire, j'étais à la petite école Durand avec tous les amis, mes voisins et tout. Donc, c'était très convivial et très bucolique, je dirais même. Mais à 12 ans, mes parents ont décidé de faire de moi un scolarisé. Alors, ils m'ont mis dans un autobus et ont dit, tu t'en vas au Collège Sainte-Marie à Montréal. Mais pas externe, là. Tous les matins, j'allais au centre-ville de Montréal et tous les soirs, je rentrais chez nous. Jusqu'à 18 ans, j'étais pas décidé. Je n'avais pas de plan de carrière. Je voulais pas devenir avocat, je voulais pas devenir médecin. Et tout à coup, la sociologie m'a interpellé. J'avais une âme un peu de psychologie, mais pas individuelle. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les collectivités, les groupes de pression. Puis à l'époque, le Québec était sous ébullition. On voyait les changements qui se pointaient à l'horizon, le début de la Révolution tranquille, de l'arrivée au pouvoir de gens, je pense, qui voulaient le changement. La sociologie, pour moi, ça a été un peu la clé qui m'a permis de mettre certains talents que je possédais au service de certaines causes qui me plaisaient. Ça a été une révélation et les grands sociologues québécois m'ont beaucoup influencé, là, les Guy Rocher, les Fernand Dumont, que je lisais avec une passion et qui ont développé en moi une autre vision
de la société québécoise. Une société beaucoup plus riche qu'elle ne pense qu'elle est elle-même. Et ces gens-là ont été un peu des prophètes ou des révélateurs de ce qu'on est. Et je suis devenu professeur de sociologie. J'ai fait mon cours à l'Université McGill. Bizarrement, pourquoi je me suis retrouvé à l'Université McGill? C'est que McGill était moins exigeant au niveau des conditions d'entrée. Et m'ont permis d'accélérer beaucoup mon cursus de formation. Les cours étaient en anglais, ce qui m'a permis de développer aussi un peu de maîtrise de l'anglais. Mais je pouvais écrire je pouvais faire mes devoirs en français parce que McGill commençait à se franciser un petit peu, là. Il y avait eu des grosses manifs à l'époque, McGill français. On était dans la rue pour réclamer des droits des francophones à aller à cette université-là. Et j'étais un des premiers à vérifier le degré d'ouverture de McGill au niveau du français. Donc j'ai pu faire ma maîtrise très rapidement et de me retrouver à l'Université du Québec à Montréal, qui venait d'ouvrir ses portes. Là, l'enseignement universitaire, ça m'a un peu, pas déplu, mais je trouvais ça manquait de défis. Je m'adressais à des gens qui cherchaient des papiers, un diplôme, mais qui n'avaient pas vraiment... j'essayais de transférer ma passion pour la sociologie, mais je trouvais que ça répondait pas. Quand ce n'était pas les étudiants qui étaient en grève, c'était les professeurs qui étaient en grève. Quand ce n'était pas les professeurs, c'était les employés de soutien. Il y a des sessions qu'on a complètement ratées parce que d'une semaine à l'autre, il y avait toujours quelqu'un sur la ligne de piquage. Et comme j'étais membre du département de sociologie, mon directeur m'appelle un jour et dit ça t'intéresse-tu de diriger une recherche? Alors j'ai dit oui, comme sociologue, c'est un peu mon métier de faire et de l'enseignement et de la recherche. J'ai dit il y a une association de consommateurs qui vient d'obtenir des fonds du gouvernement du Québec pour faire une étude sur le taux d'endettement des ménages québécois. Ben, je vais rencontrer le groupe. C'est Pierre Marois qui m'accueille. Alors il me dit, M. Caron, j'ai besoin d'un directeur de la recherche. J'ai des fonds. Mettez sur pied une équipe, puis dirigez cette recherche-là. Vous avez 1 an pour le faire. Alors là, je me constitue une petite équipe. Des noms peut-être que vous ne connaissez pas, là, Diane Bellemare, qui par la suite venait d'être formée en économie, venait d'obtenir sa maîtrise en économie, que j'ai engagée pour faire le volet financier, l'endettement. Un sociologue, qui est Jean-Pierre Bélanger, qui est venu compléter mon équipe. Donc à 3, on a commencé à faire le portrait des... Et là, j'ai rencontré des André Lorrain, qui a été l'âme dirigeante, le pionnier, le concepteur de ce mouvement des ACEF. Des gens comme Jean Doré, qui est devenu par la suite maire de Montréal, qui était un des dirigeants de la Fédération des ACEF. Et moi, ma responsabilité, c'était de diriger la recherche, mais aussi d'assurer la diffusion des résultats de la recherche. Donc, de mettre sur pied des formations, des cours pour aider les familles à nous autres on appelait ça se sortir des griffes de la finance. Et surtout à l'époque, les compagnies de finance qui siphonnaient à tour de bras les maigres économies de nos familles qui s'en allaient chez Household, chez Beneficial Finance, Niagara. Il y en avait au Québec de ça, c'était une plaie. Minimum qu'on a prouvé hors de tout doute par plus de 200 procès de jurisprudence indestructible que les compagnies de finance ont fait auprès des travailleurs. 3 milliards de dollars d'argent de 1960. C'est à peu près calculé par 10 aujourd'hui, c'est 30 milliards. Mais à ce moment-là, la protection du consommateur, absolument rien n'existait. Rien. De A à Z, rien n'existait. J'ai dû tout bâtir de A à Z. Et moi, mon travail, c'était d'aider ces familles-là à mieux planifier leur budget, à les orienter vers les caisses d'économie ou les caisses populaires,
en leur disant, écoutez, liquidez vos fichus de prêts aux compagnies de finances à 25%, puis allez consolider vos dettes à une caisse d'économie. Puis à l'époque, Lorrain commençait aussi à implanter ça, cette caisse d'économie des travailleurs dans les usines. Alors j'ai fait pendant au moins 5 ans ce boulot, qui était passionnant parce que j'allais partout au Québec, j'allais rencontrer des groupes. Et souvent, Lorrain m'appelait en me disant, Normand, j'ai besoin de toi à Shawinigan parce que là, il va y avoir une grève dans 1 mois. Puis je sais qu'ils sont tous endettés par-dessus la tête, puis ils résisteront pas plus que 2 semaines. Il dit, toi, tu vas les sortir de là, tu vas leur faire un plan pour qu'ils soient capables de résister au moins 1 mois. C'est là que j'ai commencé à faire, je suis devenu un formateur économique. J'aimais ça, expliquer aux gens des notions simples. C'est quoi un actif? C'est quoi un passif? Puis comment on peut mesurer la richesse réelle qu'on détient? Comment faire en sorte que le salaire qu'on perçoit, au bout de la semaine, il en reste un petit peu pour les imprévus. Je développais ça, cette notion d'imprévu. Pourquoi payer une police d'assurance pour les 60 prochaines années alors qu'on ne peut même pas rencontrer son budget pour la semaine qui s'en vient? Donc, avoir une vision de planificateur financier, finalement, que j'essayais de transmettre aux gens qui géraient leur propre budget familial. Les ACF avaient un triple financement là, dans la stratégie de Pierre Marois. Il y avait un financement de l'État. Il y avait un financement du mouvement des Jardins. Puis, il avait été cherché au fédéral des fonds qui s'appelaient la Compagnie des Jeunes Canadiens. Alors, j'étais payé par la Compagnie des Jeunes Canadiens un certain temps. Il fallait y croire, hein? Il fallait avoir une vision un peu plus sociale de ce qu'on faisait. À un moment donné, je me suis retrouvé directeur de l'ACEF de Montréal, qui était la plus grosse ACEF du Québec. Et là, j'ai fait une opération de décentralisation. Là, j'ai été voir Centraide, qui venait de se mettre sur pied. Et là, nous, les ACEF ont été tout de suite positionnés comme étant un groupe prioritaire pour les œuvres de charité. Et là, on a eu des subventions intéressantes de Centraide pour mettre sur pied. On avait une dizaine d'ACEF à Montréal par quartier. Il disait la meilleure façon de regrouper les consommateurs ou de faire en sorte que les gens se prennent en main, c'est par le biais des comptoirs alimentaires dans les quartiers pour faire en sorte que l'éducation soit vraiment là, sur le plancher des vaches, puis dans les salles de classe, dans les différentes paroisses de Montréal. Et je connaissais beaucoup de gens à la CSN, là, les Michel Chartrand. Je travaillais beaucoup avec eux en tant que responsable des ACEF. Là, quelqu'un m'appelle et dit, Normand, on a besoin de quelqu'un à Québec Presse. J'avais donné beaucoup d'entrevues, moi, aux journalistes à Québec Presse sur justement le travail des ACEF, puis l'endettement. J'avais diffusé beaucoup d'informations sur l'endettement des ménages québécois. On m'avait même offert une chronique dans Québec Presse sur cet aspect-là. Puis là, on dit, on a besoin d'un directeur général. Il faut sauver le bateau. Gérald Godin s'était retiré comme directeur général. La chaise était vide. Il y avait un comptable à temps partiel, puis une équipe de journalistes, c'est à peu près tout ce qu'il y avait. Alors, première journée, au matin du mois d'août, je m'installe dans mon bureau, le téléphone sonne. On me dit, Monsieur Caron, vous me devez 190 000 $. J'ai dit, qui êtes-vous? Il dit, je suis votre imprimeur, je suis Maurice Paiement. Il dit, regardez dans vos comptes à payer, là, vous allez voir ma facture. Il dit, si j'ai pas le chèque après-midi à 4 heures, je vous publie pas. Alors là, tout de suite, j'appelle Gérald Godin. J'ai dit, écoutons, il y a un squelette dans ton placard, tu m'avais pas dit qu'on devait de l'argent. Oh, il dit, les frères Paiement, ils font toujours des menaces, mais finalement, on réussit toujours à publier pareil le journal. Ils disent, on va passer juste à 200 000 la semaine prochaine.
Puis il dit en plus, il dit, va voir le trésorier de la CSN, là, il dit, il paraît qu'il y a un chèque pour nous autres. Ils ont voté une proposition à l'Assemblée, puis ils dégagent des fonds pour Québec Presse. Québec Presse, c'était le bateau amiral en information pour les syndicats, puis pour les groupes populaires, puis c'était un peu notre faire-valoir. C'était là qu'on passait nos informations. Et j'appelle le trésorier de la CSN, il dit non, il dit ça c'est pas avant 6 mois, M. Caron, on a voté, mais avant que le chèque soit décaissé, là, vous avez le temps de revenir me voir. Là. Puis il dit, en plus, c'est pas le tour de la CSN, c'est à la FTQ, c'est à moi-ci. Alors j'appelle la FTQ, ils ont dit non, on n'a pas de fonds pour ça, nous autres. Alors j'ai vu que là, le gouffre financier était beaucoup plus important que ce qu'on me l'avait dit. Alors je suis revenu bredouille. J'ai appelé les frères paiement. J'ai dit écoutez, on arrête. On met ça sur pause. On ne publiera pas en fin de semaine. Je fais une assemblée des journalistes, j'ai réuni tout le monde. J'ai dit écoutez, on est en faillite. On n'a pas d'argent. On va faire un deal. Je vous propose ceci. Personne ne touche le salaire pour les 4-5 prochaines semaines. On se met tous à pied. On se met collectivement à pied. Puis on rebâtit avec un autre plan d'affaires. On va essayer de reprendre des contacts avec tous nos supporters. On va appeler la population à nous aider. Et on va relancer le journal. Disons on fixe le 15 septembre pour la relance du journal. Là, il y en a plusieurs qui ont été voir ailleurs s'ils y étaient. Ils ont dit, on ne peut pas vivre plus qu'un mois sans salaire, c'est sûr. Mais il est resté un petit noyau, à partir duquel on a rebâti le journal et on a publié presque une dizaine de numéros, septembre, octobre, novembre, pour finalement se rendre compte qu'il n'y avait pas d'issue. Et notre principal compétiteur, c'était devenu Le Jour, qui avait été lancé par René Lévesque, Michaud, Parizeau. Là, on s'est fait frapper de plein fouet, parce que là, c'était la même clientèle, à peu près. Et Le Jour ne publiait pas le dimanche. Il avait laissé à Québec Presse la plage du dimanche. Mais à un moment donné, ils ont changé d'idée, ils ont dit non, on va publier 7 jours semaine. Et là, notre tirage complètement est tombé à presque rien. Alors, on a fermé les portes. Et là, je suis retourné aux ACF. Quelque temps, parce que là, c'est la Ligue des droits et libertés qui m'a appelé. Là, notre directeur général est parti, Maurice Champagne. On a une directrice adjointe, Simone Chartrand. Puis ça nous prend un directeur général. On pense que tu pourrais faire la job. Alors, je me suis retrouvé directeur général de la Ligue des droits. À l'époque, c'était des droits de l'homme. Sous ma gouverne, c'est devenu droits et libertés. La Ligue a été le fer de lance de la Commission des droits et libertés du Québec. On a été les promoteurs de cette charte, la charte des droits du Québec. On a été impliqué dans le dossier linguistique. On a appuyé le gouvernement du Québec sur sa loi 101, au grand désespoir de nos amis anglophones qui étaient aussi les Human Rights. On a présenté un mémoire en disant, nous, ce qui est intéressant dans cette loi-là, c'est que les entreprises vont devoir aussi se franciser. Et là, on avait proposé la mise sur pied de comités paritaires dans les entreprises pour faciliter la francisation des relations de travail, des termes de technologie utilisés, les communications entre les patrons et les employés. Et c'est une idée que Camille Lorrain a saisie au vol et que la FTQ a appuyée. Et c'est là qu'on a commencé à bâtir dans les entreprises syndiquées FTQ les fameux comités paritaires de francisation. Donc, certains sont encore opérationnels aujourd'hui, puis ils n'ont pas fini le travail. Hein? Ça fait presque 40 ans là, que ça œuvre à franciser les lieux de travail au Québec. Et un gros dossier à la Ligue qui m'a fait connaître plein de syndicalistes, c'est l'infiltration des agents de la GRC dans les
syndicats. On avait des preuves que les syndicats étaient manipulés par des policiers payés par la GRC, des infiltrés. Ça a conduit à des scandales, des vols de listes de membres du Parti québécois, des bombes posées par des agents de la GRC pour faire passer ça sur le dos des syndiqués. Alors, la Ligue a lancé un grand mouvement avec des colloques, avec des plaquettes d'informations. On a même publié un livre sur l'infiltration policière dans nos structures démocratiques. Et là, j'ai travaillé beaucoup avec les leaders syndicaux. Là, j'ai rencontré les Daou, les Laberge, les Chartrand, les Pépin, les Charbonneau, parce que je voulais créer une espèce de grande coalition. Et des commissions d'enquête ont été mises sur pied. La commission Keble au Québec, la commission McDonald au fédéral. Et la Ligue était omniprésente. Alors, on avait des observateurs dans toutes les audiences qui ont été menées à travers le Canada pour essayer de préserver le ferment de démocratie qu'on avait constitué là, pour ne pas se faire, au fond, manipuler par des forces obscures. J'étais toujours sur la chaise chaude. Je rentrais au bureau le matin à 8h30, puis souvent à 9h, je me retrouvais en conférence de presse parce qu'il y avait eu une prise d'otage dans un pénitencier qui appelait la Ligue des droits pour se faire défendre, l'immigration qui voulait mettre à la porte des gens qui n'avaient pas leur permis, puis que je défendais en disant « il faut une permission spéciale du ministre pour venir protéger cette petite famille-là ». Et avec Simone Chartrand, comme adjointe, je peux vous dire qu'on passait des journées très bien remplies. Et on avait développé des services directs aux citoyens. Exemple, les Jeux olympiques. Là, les propriétaires voulaient mettre leur maison à disposition des touristes, puis mettaient tout le monde dehors. Fait qu'on avait lancé j'avais été chercher Pauline Julien comme porte-parole, Opération Sécurité Logement. Éviter que les propriétaires trop préoccupés par leur revenu foutent à la porte des gens pour loger des touristes. Fait qu'on avait dit non, on avait été jusqu'à la régie des loyers en disant moratoire sur toute mise à la porte d'un seul. Et s'il y en a un qui se fait mettre à la porte par son patron, Pauline Julien va aller se défendre devant le tribunal. Là, j'étais vraiment épuisé. Là, j'ai dit, là, je prends un repos. Puis, j'avais pas de plan. J'étais sur le chômage. Le téléphone sonne. 15 septembre. Fernando. Il dit, ton nom a été référé par un nommé Pierre Marois. Il dit, on vient d'obtenir des subventions pour mettre sur pied des comités paritaires en santé et sécurité. La loi vient d'être votée. En 77, 78. Il dit, et avec l'adoption des comités paritaires, la CSST, la Commission de santé et sécurité au travail, met à la disposition des centrales syndicales une enveloppe pour faire la formation de leurs délégués sur ces comités-là. Daou m'explique ça, j'ai besoin d'un directeur du service d'éducation, quelqu'un qui va gérer un projet. Et c'était notre homme. Et là, je me suis, comme on dit, engagé dans ce projet de formation. Je dirigeais le service d'éducation. J'avais une quinzaine de personnes. C'était plusieurs millions qui me passaient là, dans les mains. Puis, alors, on avait des différents dossiers. On a tout refait le programme d'éducation des délégués syndicaux avec des formateurs issus du milieu. C'était la notion là, des formateurs qui sont pas juste des connaissants, mais qui ont aussi des techniques d'animation. Alors, j'ai travaillé avec Michel Blondin, qui lui était au syndicat des métallos. On a formé, dans cette période qui a duré 4-5 ans, on a formé minimum 1000 formateurs dans toutes sortes de sujets. Délégués, griefs, conventions collectives, mobilisation, information des membres. On avait des cours
à tous les jours, dans les rangs de la FTQ, il y avait un cours qui se donnait quelque part sur un sujet. Non, c'était pas 3 ou 4 en même temps. Donc, il fallait gérer toutes ces équipes de formation, s'assurer que le matériel était prêt. On avait 4 secrétaires à plein temps juste pour alimenter cette équipe de formation là, qui était diffusée sur la grandeur du territoire du Québec. Puis des fois, je partais une semaine de temps parce que souvent, je rentrais le dimanche après-midi dans des monastères. Et puis, je sortais là vendredi à 3 heures. Puis là, c'était incommunicado, cloîtré. Puis je passais ma semaine avec un groupe de syndicalistes là, sur toutes sortes de sujets. Mais tout, c'était systématique, là. C'était. Il y avait toujours une semaine où la FTQ était dans ce séminaire-là. Des fois, on allait dans des plus petits hôtels. Là. Des fois, on se tannait de la nourriture des pères. Hein. On essayait de se trouver une meilleure fourchette que le traditionnel hot chicken. Et là, j'ai dit à Fernand, j'ai dit, écoute, là, je peux concilier ce genre de job-là avec ma vie familiale.